Merci à la Ligue, Monsieur Hervé, pour m'avoir invité à vous parler cet après-midi. C'est vrai que c'est expliquer comment fonctionne le système immunitaire, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais en général, ça reste assez obscur, je crois. Donc, sentez-vous libre de m'interrompre ou de poser des questions. J'essaierai de répondre brièvement si les choses ne sont pas claires. En fait, moi, ce qui me fascine toujours, c'est d'essayer de comprendre comment le système immunitaire peut savoir contre quoi réagir. C'est-à-dire comment il peut décider s'il faut faire une réponse immunitaire ou s'il ne faut pas la faire. Et ça, je vais vous expliquer, je vais essayer de vous amener de différentes étapes qui nous permettent effectivement de nous défendre contre des choses et de ne pas bien nous défendre contre d'autres choses comme le cancer, et donc de comprendre pourquoi on se défend bien des infections, de certaines infections en tout cas, et pourquoi ça ne marche pas aussi bien dans le cancer. Donc voilà l'objectif de ce que je vais vous raconter. Peut-être un tout petit mot avant sur l'immunothérapie, parce que bon, je ne veux pas beaucoup en parler, mais vous allez beaucoup en entendre parler. On parle beaucoup de révolution. Je pense que c'est une révolution. Il y a eu des révolutions dans le cancer depuis longtemps, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des avancées notables. Là où l'immunothérapie fait une vraie rupture, c'est que pour la première fois, on s'intéresse on se focalise non pas sur la cellule tumorale, mais sur ce qui l'entoure, sur le milieu, sur l'organisme, sur le patient. Et on essaye d'éduquer le patient à faire une réponse immunitaire contre la tumeur. C'est là toute la difficulté, c'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis plus de 100 ans, et jusqu'à maintenant, ça ne marchait pas très bien. Et alors quand on dit révolution, ce n'est pas encore qu'on guérit tous les cancers avec l'immunologie, mais c'est que pour la première fois, même par rapport aux révolutions précédentes, la chirurgie, la chimiothérapie, on arrive à soigner des choses que ces traitements-là ne font pas, qui est de soigner des patients en phase terminale. Donc les patients qu'on traite aujourd'hui en immunothérapie, c'est des gens qui ne répondent plus, donc pour lesquels la chirurgie n'est pas une option, et qui ne répondent plus aux chimiothérapies. Donc c'est des patients pour lesquels on n'a pas d'autre solution thérapeutique. Et dans certains cas, comme dans le cancer du poumon, le cancer ou le mélanome, on arrive à avoir des réponses, 30, 40%, 20% selon les cas, et les différents traitements, mais on arrive à avoir des réponses thérapeutiques durables sur des gens pour lesquels on n'a pas d'autre solution. Et donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui et auxquelles moi j'essaye de réfléchir, c'est pourquoi ça ne marche pas sur plus de patients et comment on peut faire pour que ça marche sur plus de patients. Et pour ça, il faut revenir à la recherche. Alors, l'autre chose que je voulais dire avant de commencer rapidement, c'est que c'est aussi pour les chercheurs fondamentaux comme moi une espèce de grand orgueil, de grande réussite. Moi, je suis fier de ce que la communauté scientifique, c'est pas moi personnellement qui ai fait ça, mais je pense que c'est un exemple de la recherche fondamentale faite sur des souris, des mouches, des modèles très loin de l'immunothérapie, nous a permis de comprendre des choses qui sont arrivées chez les patients, et je l'ai vécu dans la durée de ma vie professionnelle, donc depuis 20 ans à peu près. Quand je suis arrivé à ça, rien ne marchait, et puis on a tous bossé dans plein de directions différentes, moi particulièrement sur ce qui a marché, et sur des choses différentes, mais c'est vraiment des chercheurs qui, comme moi, étaient au labo le soir à prendre nos petites souris, à les traiter, à essayer de comprendre, qui ont réussi à amener ça en clinique. Aujourd'hui, c'est Caroline et Nicolas et d'autres chercheurs et d'autres médecins qui utilisent tout ça chez les patients. Et donc c'est vraiment, je pense, une grande réussite du système de recherche fondamentale. Il n'a pas eu tant que ça, mais là, vraiment, c'est ça qui s'est passé. Alors, voilà, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que le système immunitaire ? Alors, c'est un système c'est très différent du système nerveux ou d'autres types d'organes qui sont très localisés. C'est dans tout l'organisme. Donc, le système immunitaire n'a pas de lieu précis. C'est une idée qui est très chère à Hervé Friedman, qui a écrit là-dessus. C'est un système diffus. Il l'appelait le cerveau mobile il y a quelques années, dans un livre qui est vraiment passionnant, que je vous encourage à lire. Les cellules sont partout. C'est basé sur des cellules, non pas sur des organes. Alors, les cellules s'organisent en organes parfois. Les ganglions lymphatiques, par exemple, c'est des organes immunitaires. Le thymus, la rate, c'est des organes immunitaires. Mais ce n'est pas là que ça se passe, ce n'est pas là que tout se passe. C'est un système qui couvre l'ensemble de l'organisme, qui est distribué partout et qui nous protège des infections. C'est pour ça qu'il a été fait, c'est contre ça qu'il marche bien. C'est l'évolution qui nous a permis d'acquérir ce système qui est extrêmement efficace. Les vaccins, les antibiotiques, c'est des choses qui nous aident à lutter contre les infections, mais le système immunitaire assure ça tout seul. Et si les enfants qui naissent sans système immunitaire, ils ne vivent que quelques mois, quelques semaines parfois, et meurent d'infections graves si on ne les protège pas contre leur milieu. Donc c'est vraiment ça que fait le système immunitaire, c'est pour ça qu'il a été fabriqué, c'est contre ça qu'il est efficace. Alors comment il fait ça ? Il fait ça principalement grâce à deux types d'armes immunologiques. La première, c'est des cellules.
c'est des cellules qui se baladent un peu partout, des cellules qui savent tuer des cellules infectées, donc les éliminer directement par contact entre deux cellules qui vont, c'est les cellules du sang, les lymphocytes, les macrophages, les cellules myéloïdes, il y en a plein de différentes. Je crois que j'ai mis pour vous dire que c'est très très compliqué, qu'il y en a plein de différentes qui font des fonctions très particulières. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de les disséquer, et chaque fois qu'on regarde de plus près, on en voit des nouvelles, donc on ne sait pas combien il y en a. C'est dans la moelle osseuse, c'est des millions et des millions et des millions de cellules qui sont générées tous les jours par vos organes lymphoïdes pour assurer cette protection. Alors ces cellules, elles font deux choses principales, je vous l'ai dit. La première, c'est qu'elles savent tuer des cellules infectées, par exemple, ou des bactéries, directement, les phagocyter, les éliminer. La deuxième chose qu'elles font, c'est qu'elles produisent des composés solubles, qu'elles sécrètent. Et ces composés se baladent dans votre organisme, dans le sang, dans la lymphe, un peu partout. Ils sont principalement de deux types, ce qu'on appelle des cytokines, qui sont un peu comme des hormones qui sont sécrétées par ces cellules lymphoïdes et qui vont avoir des effets à distance, à d'autres endroits, ou près ou à distance d'ailleurs, et les anticorps. Les anticorps, c'est des molécules, ça vous les connaissez de nom, j'imagine, qui sont spécifiques d'un pathogène particulier. Donc une fois qu'on les sécrète, on est protégé contre... C'est pour ça que vous n'avez pas 2 fois la rubéole ou d'autres maladies. Si vous survivez à la première, vous n'avez pas la deuxième. C'est pour ça que vous pouvez vous défendre à long terme après avoir été vacciné. C'est principalement ces molécules spécifiques. Alors, la question, et puis ça, alors les cytokines, c'est encore pire parce que toutes ces cellules en produisent des différentes et tous les gens qui travaillent là-dessus deviennent fous à force de faire des catalogues et de savoir qui produit chaque cytokine et contre quelle cellule elle agit, sur quelle cellule elle agit. C'est des réseaux, donc on en est à un niveau où on ne peut plus appréhender ça en chercheur individuel avec nos yeux et nos mains. Il faut vraiment des programmes informatiques et des systèmes d'intelligence artificielle intégrés pour essayer de modéliser, de comprendre ce qui se passe. Donc voilà les deux grandes armes, les cellules et les facteurs solubles. Alors comment ça s'organise ? Et surtout, la question que je posais au début, comment on fait pour réagir contre les pathogènes et pas contre nos propres tissus ? Comment on sait distinguer les deux choses ? Comment on sait que tout d'un coup, il faut faire une réponse immunitaire, il faut faire des anticorps contre tel pathogène ? Comment on distingue au niveau moléculaire, au niveau biologique, un pathogène d'une cellule du soi ? Voilà comment ça se passe. La première chose, c'est l'inflammation. L'inflammation, vous savez, c'est quand vous avez une piqûre ou une petite coupure, ça devient rouge, ça devient un peu dur, c'est très vascularisé, il y a du sang qui arrive, il y a plein de cellules qui arrivent et c'est pour ça que c'est un peu dur au niveau de la peau ou ça peut arriver dans n'importe quel organe, c'est pour ça qu'on commence à tousser ou qu'on a des inflammations des organes. Ça, c'est principalement des cellules qui arrivent sur le site de l'inflammation et qui sécrètent des cytokines, ça provoque cette inflammation et c'est une espèce de réponse immédiate. On essaye d'éliminer les microbes ou bien directement par les cellules qui phagocytent ou qui mangent les microbes ou les cellules infectées et des cytokines qui permettent à toutes ces cellules de se parler, de s'activer ou de ne pas s'activer pour organiser, en fait, ça, je décris ça comme un grand désordre, en fait c'est très bien orchestré, très organisé. Les types de cellules qui arrivent au fur et à mesure sont toujours les mêmes. Donc c'est une réponse coordonnée, mais qui permet une défense immédiate. C'est un système qui protège de façon de courte durée et tout de suite. C'est une première barrière. Mais en général, ça ne suffit pas. Les microbes survivent, on en tue quelques-uns, on diminue la charge et le nombre de microbes, de virus, de bactéries, mais ça ne suffit pas à éliminer complètement l'infection. On appelle ça l'immunité innée. Je vais vous expliquer après pourquoi. La deuxième type de réponse, ou le deuxième grand système de défense immunitaire, c'est une réponse qu'on appelle spécifique ou adaptative, qui est très très différente. Elle met plus longtemps à se mettre en route, il lui faut quelques jours, des fois une semaine, mais qui va être beaucoup plus durable. Une fois que cette deuxième-là est en place, et c'est ça que font vraiment les vaccins, elle peut vous protéger pendant des années, des dizaines d'années. Vos systèmes de défense spécifiques adaptatifs ont une mémoire à long terme. Et ils reposent principalement sur deux types de systèmes de défense. Un qui sont les lymphocytes B, c'est un de ces cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui produisent des anticorps. Donc elles vont sécréter des molécules spécifiques du pathogène qui vous a infecté. Et ces anticorps vivent très très longtemps dans votre sérum, vous les accumulez contre les différentes infections que vous avez eues, et des lymphocytes B qui produisent de façon très active au début ces anticorps. Ensuite, ils vont mourir pour la plupart, mais certains vont survivre. Et ceux qui survivent, on les appelle lymphocytes mémoire. Ils vont survivre pendant des dizaines d'années parfois et vont permettre de répondre une deuxième fois de façon beaucoup plus efficace. C'est-à-dire la deuxième fois que vous voyez le même
pathogène, vous avez une espèce de mémoire de ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années et vous répondez de façon plus rapide et plus efficace. Et c'est pour ça que la deuxième fois, vous avez plus de chances de gagner la bataille contre le pathogène. La même chose pour les lymphocytes T. Ils ne sécrètent pas des anticorps, mais ils ont des molécules qui ressemblent aux anticorps, qui sont à leur surface. Elles ne sont pas solubles, elles restent à la surface du lymphocyte. Et ces lymphocytes fonctionnent un peu de la même façon. Il y a une première réponse dont je vais vous expliquer le mécanisme, c'est très important pour l'immunothérapie. Une première réponse rapide dans les premières semaines. Ils prolifèrent, ils s'expandent, il y en a des milliers, des millions. Ils reconnaissent de façon spécifique où le pathogène, ou surtout la cellule infectée par le pathogène, et ils la tuent. Cytotoxique, on tue la cellule infectée pour se débarrasser du virus ou de la bactérie qui est à l'intérieur. C'est de la même façon, ils sont très très nombreux, ils s'expandent, des millions, on essaye de lutter contre l'infection, et ensuite, alors que quand l'infection diminue, ces lymphocytes vont mourir peu à peu, mais ils ne meurent pas tous. Il y en a un certain nombre qui restent vivants et qui vont ensuite nous permettre de nous protéger pendant des dizaines d'années. Ils vivent très très longtemps, c'est encore une mémoire à long terme. Donc les deux systèmes sont très complémentaires. Un premier système d'immunité innée qui nous permet de nous protéger, c'est une première barrière immédiate, elle n'a pas de réponse à long terme. Et un deuxième système de réponse immunitaire adaptative spécifique de chaque infection. La première, elle n'est pas très spécifique, c'est à peu près la même, ou en gros la même pour tout le type d'infection. Ça permet de nous protéger une première barrière. La deuxième, elle est complètement spécifique de chaque pathogène. D'accord ? Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que les deux réponses sont liées. Il n'y a pas de réponse adaptative sans réponse innée. D'accord ? Donc on a besoin de cette première réponse très très forte, immédiate, cette protection et cette inflammation qui est provoquée par le pathogène pour développer une réponse adaptative efficace et une mémoire à long terme. Et je pense que c'est ça le seul message que vous pouvez garder de cette première intervention. Si vous n'avez pas de réponse innée d'inflammation efficace, immédiate et brutale, parce que ça arrive en quelques heures, tout ça, le système immunitaire adaptatif, il est un peu perdu, il ne sait pas très bien quoi faire, la réponse adaptative ne va pas se faire de façon aussi efficace et la mémoire ne va pas être aussi efficace. Alors, deux éléments, réponse innée, réponse adaptative, pour avoir une réponse immunitaire efficace. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, et c'est pour ça que dans le cancer, on a un problème, parce que ça n'a pas lieu. Je vais vous expliquer pourquoi. La réponse innée, cette inflammation, on la comprend de mieux en mieux. C'est quelque chose de complexe, et la question c'est, quand vous avez une infection, en général l'infection elle arrive par une piqûre, par une coupure qui contient la bactérie, elle est associée à un damage, ça c'est en anglais, à une injure tissulaire. D'accord ? Vous avez deux choses qui se passent, injure tissulaire et un pathogène qui arrive au même endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des immunologistes un signal de danger. Et c'est bien, c'est une image que je trouve assez bonne. On va alerter le système immunitaire. La coupure ou la bactérie, et mieux encore la coupure et la bactérie, ça alerte le système immunitaire. Ça lui dit qu'il se passe quelque chose de dangereux, il faut se mettre en route, il faut se mettre en place. Le deuxième concept qu'il faut avoir et qui est lié aux réponses adaptatives, c'est le concept d'antigène. Les antigènes, pour les immunologistes, c'est encore du jargon, c'est quelque chose qui est différent de soi. Et le système immunitaire sait distinguer ce qui est différent. Je vais vous expliquer comment il fait ça. Je regarde le temps parce que je peux parler comme ça pendant des heures, mais j'ai encore 10 minutes. Voilà. Tout va bien pour l'instant. Donc voilà, on en est à ce point-là. On a besoin, pour faire une réponse immunitaire, d'un signal de danger et d'un antigène, quelque chose de différent du soi. D'accord ? Les deux choses qui sont nécessaires. Comment ça s'intègre et comment on peut décider s'il y a danger, comment le système immunitaire décide s'il y a danger, comment il décide s'il y a quelque chose qui est différent du soi. Alors, ce qu'il faut imaginer, ce qu'il faut penser, c'est que le monde du système immunitaire, le monde de la biologie, c'est un monde de molécules, c'est un monde de formes. Les molécules, c'est des formes et des charges. Et chaque molécule, parce qu'elle est faite d'atomes différents, on peut la dessiner sur un papier. Alors le dessin est très figé, alors que la forme, elle est en fait très changeante, mais c'est quand même des formes. Alors, imaginons qu'on vit dans un monde de formes. Ce nombre de formes est infini, parce que les atomes, les acides aminés, ce qui fait les molécules, ça peut s'ordonner de façon très très variable. Il y en a beaucoup et ça peut changer. Comment est-ce qu'on peut détecter et décider qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui est du soi ou du non-soi? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, il y a deux façons de faire. Pour le danger, d'abord, pour le danger,
deux façons de décider qu'il y a du danger au niveau moléculaire. Un, c'est des motifs conservés sur les pathogènes. Donc l'évolution de notre espèce, des êtres humains, des mammifères en général, nous a appris à distinguer des choses qui ont été conservées dans les organismes des mammifères et qui sont différents sur les bactéries ou sur les virus. C'est évolutif, on a fait des récepteurs spécifiques de ces formes conservées chez les pathogènes qui ne sont plus présentes dans les organismes développés. Donc ça, c'est un premier niveau de différenciation. Mais ça ne suffit pas. Comme vous savez, on a dans notre organisme plus de cellules microbiennes, plus de bactéries, que de cellules de mammifères. Donc on coexiste en toute harmonie avec nos microbes. Et des virus, pareil. On a un virome qu'on connaît beaucoup moins bien, mais il y a un nombre qu'on ne connaît pas encore de virus qui vivent dans nos organismes. Et pourtant, on ne fait pas de réponse immunitaire contre celle-là. On a appris à survivre. Et pourtant, je viens de vous dire qu'on a des façons moléculaires de distinguer les deux. Eh bien, l'explication à ça, c'est que dans notre organisme, les bactéries et les virus sont dans des compartiments un petit peu isolés. Donc, tant qu'ils sont là, on a appris à vivre avec. Dans notre intestin, par exemple, vous avez un nombre, alors un trillion de bactéries. On vit très bien avec parce qu'elles sont dans l'intestin. Mais si vous coupez un petit bout de la paroi de l'intestin et qu'il rentre à l'intérieur des tissus, eh bien tout de suite, il y aura une réponse. C'est inflammatoire. Donc, on sait reconnaître ce qui est différent, mais on a appris à le mettre dans des compartiments particuliers, à ne pas s'en occuper tant que c'est là, on est habitué à ça, c'est normal. Mais la première façon, donc c'est pour ça que je vais insister sur le petit coup de la coupure ou de la piqûre. Il se passe quelque chose d'inhabituel, on a mis une bactérie là où d'habitude elle n'est pas. Et ça, c'est un signal de danger. La deuxième chose, et c'était une discussion en immunologie que j'ai vécue aussi, qui était vraiment passionnante, ça c'est ces premiers motifs moléculaires conservés. C'est un monsieur qui s'appelle Charlie Janway qui défendait cette idée, qui l'a proposée, qui a eu un prix Nobel pour ça avec un Français qui s'appelle Jules Hoffmann, qui ont pour la première fois identifié des récepteurs qui étaient spécifiques de ces motifs bactériens. Ils ont décrit la famille, Jules Hoffmann chez la mouche et Janway, il a proposé ce concept et l'a montré chez les mammifères, avec d'autres scientifiques en fait. Donc ça a été un grand pas. Et en même temps, il y avait une scientifique américaine qui disait « ça ne suffit pas, puisqu'on vit avec des bactéries, on ne peut pas expliquer tout par des motifs conservés, il faut un signal de danger différent ». Et il a défendu cette idée que la destruction des cellules, même des cellules mammifères, même de nos propres cellules, constituait un signal de danger. Et il a montré que dans un système où il n'y avait absolument aucune bactérie, aucun pathogène extérieur, on injurait, on tuait des cellules, ça suffisait à alerter le système immunitaire. Et ça, c'est parce que pareil, des compartiments différents, les cellules sont fermées, d'habitude le système immunitaire n'est pas en contact avec ce qui est à l'intérieur de cellules, on voit ce qui est à l'extérieur. Quand on tue une cellule, ça l'ouvre et les choses qui sont à l'intérieur sortent. Et à ce moment-là, le système immunitaire, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, signal d'alerte, signal de danger, et il crée l'inflammation. D'accord ? Donc ça, c'est les deux grandes façons que notre système immunitaire a de détecter un danger. Motif conservé sur les pathogènes et destruction des cellules. Alors, le système, donc je vous ai dit, maintenant, ce qu'on a compris, c'est que la réponse innée, l'inflammation, elle est déclenchée de ces deux façons-là. Je vous ai dit aussi que c'est nécessaire qu'on ait cette réponse innée pour déclencher une réponse adaptative, et c'est né qu'à cette condition qu'on va avoir une réponse immunitaire complète. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réponse adaptative? Alors, elle fonctionne sur un mode totalement différent. Le mode est le suivant. Il distingue le soi et le non-soi. Ça, c'était l'idée initiale. On a vécu sur ça pendant très très longtemps. Et je pense que ça reste vrai, avec quelques modifications et quelques nuances que je vais essayer de vous décrire. Donc, première chose, comme le système inné, le système adaptatif voit des formes. Alors ces formes, on les appelle antigènes parfois, je vous l'ai dit, quand elles sont différentes, quand elles ne font pas partie de nous, quand on arrive à réagir contre elles. Mais ça reste des formes comme celles que voit le système inné de tout à l'heure. Alors, le concept de système immunitaire adaptatif est très différent. Il existe des récepteurs spécifiques pour tous les antigènes possibles. Donc ça, c'est la base. Contrairement à l'autre, où on a nos récepteurs qui sont prêts à détecter des choses différentes ou des choses de danger, là, ça n'existe pas au début. Le système immunitaire n'a pas de façon de spécificité suffisante pour voir un à tous les antigènes avant qu'ils arrivent. Le système marche sur un système de sélection qu'on appelle la sélection clonale. C'était un autre prix Nobel bien avant. Et c'est des gens qui ont montré que les lymphocytes recombinent leurs gènes pour générer une diversité suffisante à reconnaître tout et n'importe quoi. Je redis ça.
On a dans nos organismes des lymphocytes T et B, les deux sortes, ceux qui produisent des anticorps et ceux qui reconnaissent directement les antigènes. On en a un nombre suffisant pour reconnaître n'importe quoi. Il y en a très très peu, souvent 3, 4, 5, 10 ou 20, donc des petits clones de cellules. Ces cellules-là partagent une même spécificité et reconnaissent un antigène ou des antigènes avec une forme moléculaire particulière. Et notre collection de lymphocytes est suffisante pour décrire, pour reconnaître l'ensemble des formes moléculaires. Alors pour ça, il nous en faut des dizaines et des centaines de millions différents. C'est un peu comme un dictionnaire. Donc un dictionnaire, vous trouvez des définitions de tous les mots de la langue et ça le décrit. Les mots sont un peu dégénérés, ils ne veulent pas tous dire une seule chose, ils ont plein de sens différents, ils décrivent des choses très grandes ou des choses très petites. Le répertoire des lymphocytes, c'est un peu pareil. Il y a des lymphocytes qui portent tous un seul récepteur. Mais ce récepteur peut être spécifique de quelque chose qui est très représenté ou très peu représenté dans le monde des formes moléculaires. La façon dont ça se passe, c'est que quand vous apportez une forme au système immunitaire, et ça va être apporté avec de l'inflammation, parce que c'est ça le signal qui déclenche le processus, le système adaptatif, les lymphocytes vont être sélectionnés. Donc l'antigène lui-même sélectionne les lymphocytes qu'il choisit un à un, parce qu'il est reconnu par ces lymphocytes, il les stimule, et ceux-là vont s'amplifier de façon extraordinaire. En quelques jours, vous pouvez passer de 20 cellules à des millions de cellules. Donc c'était quelque chose de très plat, très peu représenté et très divers, et tout d'un coup, ça devient de quelque chose d'extrêmement puissant. On va produire des millions de cellules qui produisent des anticorps ou qui tuent directement les cellules infectées, des millions d'armes spécifiques contre un pathogène sélectif. D'accord ? C'est un système qui est extraordinaire. Quand le monde de l'immunologie a compris ça, ça a été un pas majeur dans notre expérience. Il faut que tu tousses doucement, et je vais... oui, c'est bien. Et on a une réponse spécifique. D'accord ? Alors, le problème de ça, il est là. On doit choisir contre quoi on se défend. Je vous l'ai dit, les formes qui sont sur les bactéries ou les virus, elles sont très semblables aux formes qui sont sur nos cellules. Tout ça, c'est des molécules, il n'y a pas de différence essentielle. L'organisation peut être différente, le système immuné a appris à reconnaître ça, mais le système adaptatif, il est généré de façon aléatoire. Donc tous ces récepteurs, ces lymphocytes uniques, c'est généré de façon aléatoire par recombinaison génique. Vous en avez des millions différents. On doit reconnaître ce qu'il y a sur un pathogène et on ne doit pas faire des réponses immunitaires contre le soi. Alors comment on fait cette différence ? Premier facteur, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'inflammation. Donc il faut une inflammation pour déclencher le processus. Mais ce n'est pas suffisant, parce que vous comprenez bien que quand vous êtes infecté par un virus, le virus, c'est une partie des formes moléculaires. Mais à côté, dans toutes les cellules infectées, vous avez aussi des formes moléculaires qui sont de votre propre tissu, qui sont dans le contexte de l'inflammation, elles sont au même endroit. Donc comment est-ce que le système immunitaire reconnaît ce qui vient vraiment du virus et ce qui vient de vos tissus ? Ben ça, c'est encore un bout d'immunologie qui a fait histoire, que je vais vous expliquer en 3 mots, qui est finalement assez simple. Il repose sur une sélection des clones. Donc ce répertoire généré au hasard, que je vous ai dit être extrêmement large, il n'est pas complètement aléatoire, il est biaisé. Et ces biais sont imposés par 2 mécanismes principaux. Alors ces 2 mécanismes, je pense que je les ai mis là, on les appelle la tolérance immunitaire. Donc c'est des mécanismes qui nous permettent de tolérer nos propres tissus, nos propres formes, de ne pas réagir contre nos propres formes et de réagir de façon sélective contre ce qui vient des virus. Alors, je répète, parce que j'ai peut-être été un peu vite, la sélection clonale, c'est le mécanisme qui vous permet, à partir d'un répertoire, d'un dictionnaire entier, ça vous permet de choisir quelques mots que vous allez ensuite sortir de là et amplifier. C'est la sélection de certains clones. Donc la spécificité, elle est basée sur ça. La tolérance, c'est ce qui vous permet de choisir les mots que vous allez amplifier, les spécificités que vous allez amplifier, de façon sélective pour qu'elles soient contre les pathogènes et pas contre votre propre organisme. Quand ça ne marche pas, vous faites des réponses immunitaires contre vos propres tissus et c'est l'auto-immunité. Donc c'est le grand danger de tout ça, c'est qu'on peut se faire du mal, on peut abîmer, attaquer ses propres tissus et c'est l'auto-immunité. Le système chez les gens en bonne santé marche extrêmement bien et quand on est infecté par le virus de la grippe, eh ben on tue le virus de la grippe, on a un peu d'inflammation, les poumons sont inflammés, mais on se débrouille très bien pour distinguer les deux et quand c'est passé, on n'a pas de problème avec nos poumons. Alors,
laissez-moi vous expliquer un tout petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que cette tolérance et comment on fait pour distinguer ce qui est les pathogènes et ce qui est les tissus de notre propre organisme. Je vais vous l'expliquer pour les lymphocytes T, mais c'est très similaire pour les lymphocytes B. Voilà comment ça se passe. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la tolérance centrale. On l'appelle centrale parce que ça se passe dans le thymus. Ça se passe dans le thymus au cours du processus de génération, de différenciation de nos lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est ceux-là qui ont tous les récepteurs différents, c'est généré de façon aléatoire. Il y en a des millions produits dans le thymus tous les jours. C'est généré de façon aléatoire, mais quand ils sortent du thymus et qu'ils vont dans la circulation pour coloniser l'ensemble de l'organisme, leur répertoire, leurs spécificités sont biaisées. Elles sont biaisées de la façon suivante. Chaque cellule avec un récepteur spécifique est testée de façon individuelle pour les antigènes du soi, pour les formes de soi-même. Si le lymphocyte T porte un récepteur qui reconnaît les formes du soi, il est éliminé. Il meurt dans le thymus. Donc ça, c'est le principe de base. Quand le lymphocyte T dans le thymus, par hasard, il a recombiné, il a fait son récepteur, il l'a mis à la surface, s'il reconnaît quelque chose dans le thymus où il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de pathogène, donc quelque chose qui est de soi, il va mourir. Donc le premier biais, c'est ça. Ce qui sort du thymus, c'est des lymphocytes qui ne reconnaissent pas bien le soi, qui ne reconnaissent pas fortement le soi. Le problème, c'est que la reconnaissance, en immunologie, en thermodynamique, la reconnaissance, c'est un problème de force. Il n'y a pas de oui et non, ce n'est pas blanc et noir. Les interactions se font de façon plus ou moins stable et plus ou moins forte, et c'est un continuum. Donc on peut depuis reconnaître quelque chose de très fort jusqu'à ne pas le reconnaître. Ce n'est pas oui et non, c'est quelque chose de continu, une diminution de l'affinité. Et donc on ne sait pas très bien où décider que oui ou que non. Et en fait, si on mesure de façon assez précise, tous les récepteurs vont se lier dans une certaine mesure au soi. Et donc on a un vrai problème, parce qu'on ne sait pas quels mots il faut enlever. Si on en enlève trop, il n'y en aura plus assez après qui vont sortir pour nous défendre contre ce qui est différent. Et si on n'enlève pas assez, eh ben on va avoir un problème parce qu'on va reconnaître nos tissus. Et ça, c'est une question de force qu'on appelle, nous, l'affinité. Il y a des mécanismes précis pour mesurer dans le thymus, pour mesurer la force de l'interaction. Et on n'a pas de problème, les très très forts, on les élimine. Et ensuite, on va en laisser qui sont un petit peu intermédiaires, qui reconnaissent un peu le soi, mais pas assez pour être éliminés, qui vont sortir pour garder un répertoire assez divers et assez fort pour reconnaître toutes les formes du non-soi. Donc ce qui sort, c'est des lymphocytes qui reconnaissent le soi de façon pas très forte, c'est ça que j'ai essayé d'illustrer ici, mais qui par contre, pour le non-soi, auront toutes les affinités, parce que là, on ne les a pas sélectionnés pour le non-soi. Donc ils sont ouverts, ils sont aléatoires pour le non-soi, il y aura des forts et des faibles, mais ils sont biaisés pour le soi, il n'y aura que les faibles pour le soi. D'accord ? Vous avez ces lymphocytes qui reconnaissent de façon pas très forte le soi, qu'il faut aussi gérer, qu'il faut aussi étouffer, empêcher de réagir, parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Et vous avez un deuxième mécanisme de tolérance périphérique qui va compléter la tolérance centrale, qui est basé sur un type de cellule spécifique qui s'appelle la cellule T régulatrice, qui étouffe ces cellules-là. Donc double système de tolérance, centrale et périphérique, qui vous permet au système de fonctionner, de reconnaître les pathogènes et de ne pas reconnaître les tissus du soi en cas d'inflammation. Donc voilà, je vais peut-être juste finir par ça, parce que c'est une idée que j'aime bien. L'immunité innée et l'immunité adaptative, je vous ai dit qu'il fallait les deux pour nous protéger de façon efficace. L'immunité innée, on peut la considérer comme une mémoire de l'espèce. On a appris au cours de l'évolution à se défendre contre les pathogènes, à les reconnaître par cette barrière immédiate qui est sur des interactions assez peu nombreuses, enfin relativement peu nombreuses, et des récepteurs qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution pour nous défendre. L'immunité adaptative est aléatoire, elle est générée par toutes les formes possibles. Par contre, elle nous permet d'acquérir une mémoire individuelle, parce qu'au cours de notre histoire d'infection, on apprend à se défendre de plus en plus contre différentes. Et donc, quand on arrive à l'âge adulte, on a une histoire évolutive, une histoire individuelle de nos infections qui nous permet d'acquérir de la mémoire et de nous défendre de mieux en mieux. Il faut les deux pour avoir une protection immunitaire efficace. Et alors, évidemment, je ne suis pas arrivé à l'immunothérapie et je m'en excuse, mais en un mot, le problème avec le cancer,
c'est que ce n'est pas une infection, j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas d'inflammation forte. C'est un phénomène très très progressif qui arrive, qui s'installe au cours d'années. Le système immunitaire, il n'a pas été sélectionné, il n'est pas efficace pour nous défendre contre le cancer. Dans une certaine mesure, il le fait, c'est l'immunosurveillance, mais comme vous savez, le cancer est relativement fréquent, donc par rapport aux infections, l'efficacité est moindre. Par contre, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on sait utiliser le système immunitaire pour nous défendre contre des tumeurs établies. Ça, on a appris à le faire, et c'est ça la révolution qui est en cours, et c'est de ça que vous allez entendre parler pendant le reste de la journée. On sait manipuler le système immunitaire pour lui faire croire qu'en fait, c'est comme une infection. C'est quelque chose qui est très différent, alors que la cellule tumorale, elle n'est pas si différente par beaucoup d'aspects. On va un petit peu berner le système immunitaire, lui faire croire qu'il y a une grande différence, le stimuler de façon à ce qu'il rejette les tumeurs. Et c'est ça l'immunothérapie, c'est ça l'objectif de l'immunothérapie. Et mes collègues vont vous expliquer en grand détail comment ça se passe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.